Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver. Bienvenue à cette nouvelle tournée africaine. Le président somalien Hassan Sheikh Mohammed a vivement critiqué la décision d'Israël de reconnaître le Somaliland comme État souverain indépendant, qualifiant cette initiative de l'un des jours les plus sombres de l'histoire de la Somalie. Dans une interview accordée à une chaîne locale, le chef de l'État a accusé Israël de tirer profit du différend de longue date opposant Mogadiscio à cette région séparatiste. Il a réaffirmé que le gouvernement somalien privilégiait le dialogue et les solutions pacifiques pour régler cette question malgré les difficultés persistantes depuis plus de 3 décennies. Hassan Sheikh Mohammed a également rappelé que la Somalie ne dispose pas de relations diplomatiques avec Israël et a réitéré son soutien à la cause palestinienne. La reconnaissance du Somaliland par Israël, annoncée fin décembre 2025, constitue un développement majeur dans ce dossier sensible. Le Somaliland s'est autoproclamé indépendant de la Somalie en 1991 et fonctionne depuis comme une entité autonome disposant de ses propres institutions politiques et sécuritaires sans toutefois bénéficier d'une reconnaissance internationale généralisée. Mogadiscio continue de considérer le Somaliland comme une partie intégrante du territoire somalien et estime que tout accord ou engagement direct avec cette région constitue une atteinte à la souveraineté et à l'unité du pays. Au Soudan, le marché des matériaux de construction continue de subir les conséquences de la guerre qui ravage le pays depuis plus de 3 ans. À ces difficultés internes s'ajoutent également les répercussions de la guerre entre l'Iran et Israël qui accentuent les tensions sur les prix de l'énergie, l'approvisionnement avec des effets ressentis dans plusieurs économies africaines. Un commentaire. Le marché des matériaux de construction au Soudan traverse une période particulièrement difficile en raison de la poursuite du conflit armé qui perturbe les chaînes d'approvisionnement et freine l'activité économique. Les prix du ciment, du fer, de l'acier continuent d'augmenter, tandis que les difficultés de transport compliquent l'acheminement des matériaux vers plusieurs régions du pays. Malgré ce contexte, certaines zones relativement stables, notamment Port-Soudan, enregistrent une demande croissante en matériaux de construction. Les besoins au déplacement de population, aux infrastructures et aux premières opérations de réhabilitation soutiennent particulièrement l'activité du secteur. Cette situation est désormais aggravée par les répercussions de la guerre entre l'Iran et Israël. L'escalade des tensions au Moyen-Orient a provoqué une hausse des prix du pétrole et des carburants, entraînant une augmentation des coûts de production et de transport à l'échelle mondiale. Les industries du ciment et de l'acier, fortement dépendantes de l'énergie, sont particulièrement touchées par cette évolution. Les inquiétudes concernent la sécurité de la navigation en mer Rouge et dans le détroit d'Ormuz, contribuent également à l'augmentation des coûts du fret maritime et des assurances, ce qui renchérit davantage les importations destinées au marché africain. Pour le Soudan, ces développements représentent un défi supplémentaire. Alors que le pays tente de préserver son activité économique et de préparer les futures étapes de reconstruction, la hausse continue des coûts de l'énergie, du transport et des matériaux risque de retarder de nombreux projets d'infrastructure. Les analystes estiment ainsi que la poursuite des tensions régionales pourrait accentuer les pressions inflationnistes en Afrique et compliquer davantage les efforts de relance économique du Soudan. Et pour plus de détails, j'ai le plaisir d'avoir avec moi en ligne Dr Samir Silimane, analyste politique, qui va nous jeter la lumière sur cette question. Bonjour Dr Samir Silimane et bienvenue. Bonjour et merci beaucoup. Bonjour. Alors tout d'abord, dans quelle mesure la guerre entre l'Iran et les États-Unis et Israël influence-t-elle aujourd'hui les prix des matériaux de construction au Soudan, notamment en parlant de l'acier, du ciment et autres?
Bien entendu, le conflit direct et indirect entre l'Iran et Israël influence les prix des matériaux de construction à deux manières, par deux manières. La première façade, c'est la hausse des coûts de production. Donc le ciment et l'acier sont des industries extrêmement énergivores et qui ont besoin beaucoup d'énergie pour leur production. Puis l'escalade des tensions entre ces puissances régionales provoque une volatilité immédiate sur les marchés pétroliers mondiaux. Le Soudan qui dépend fortement des importations de carburant pour faire tourner ces quelques usines locales et ces réseaux de transport subit de plein fouet la hausse des prix des bruts. Après, la dépendance aux importations. Le Soudan n'étant pas autosuffisant en acier et en ciment de haute qualité, il importe massivement depuis des pays de la région comme l'Égypte, la Turquie ou d'autres pays comme les pays de Golfe aussi. Les incertitudes géopolitiques poussent les fournisseurs à augmenter leurs prix pour couvrir le risque de guerre, ce qui reste. Voilà. Oui, santé. Voilà, sur le marché. Pardon, merci beaucoup. Sur le marché soudanais. C'est que répercute sur le marché soudanais, pardon. Oui. Docteur Samir Silimane, en santé, est-ce que vous voyez que les perturbations du transport maritime et également en mer Rouge, et également les tensions autour du détroit d'Ormuz, est-ce qu'il aggrave davantage les difficultés d'approvisionnement au Soudan? Oui, oui, bien sûr. Ces blocages aggravent dramatiquement la crise d'approvisionnement. Oui. La mer Rouge, l'artère vitale. Le Soudan possède une façade maritime directe sur la mer Rouge par le port Soudan. Le port Soudan, bien entendu, les attaques contre les navires commerciaux et l'insécurité générale dans cette zone poussent les grandes campagnes maritimes à éviter la région ou appliquer des surtaxes. Oui. De risque de la guerre exorbitante. Et puis, la goulotte d'étranglement d'Ormuz, c'est le détroit d'Ormuz, contrôle l'accès au golfe Persique. Les menaces sur le détroit freinent les exportations de produits pétroliers raffinés et dérivent chimiquement utilisés dans les additifs pour ciment, bien entendu, en provenance des pays du Golfe et de partenaires commerciaux. Clé pour le Soudan, c'est le marché soudanais retrouve son doublement asphyxié par des coûts de fret prohibitifs. Et ces délais de livraison allongés plusieurs semaines. Oui. Voilà. Alors, selon vous, l'augmentation des coûts de l'énergie et du fret international, est-ce que l'impact de l'augmentation de ces prix pourrait avoir des conséquences sur les futurs projets de développement, notamment en ce qui concerne l'infrastructure au Soudan? L'explosion des coûts de logistique et énergétique jette une ombre lourde sur l'avenir du pays, bien entendu. Un surcroît prohibite les budgets nécessaires pour reconstruire les routes et les ponts, les hôpitaux, les réseaux électriques détruits par la guerre civile sont doublés ou triplés. Donc le découragement des bailleurs de fonds, l'aide internationale et les prêts de développement se contracteront, car chaque dollar investi aura moins d'impact réel sur le terrain à cause de la part. La part disproportionnée est absorbée par le transport de carburant. Il y a aussi le retard structurel. Le projet indispensable de développement à long terme risque d'être gelé au profit de les réparations d'urgence minimales, enfermant le pays dans un cycle précarité infrastructurelle.
Oui. Alors, malgré ces tensions et malgré le contexte sécuritaire actuel, on voit comment certaines régions comme Port-Soudan enregistrent une hausse de la demande en matériaux de construction. Veuillez nous expliquer ce point. Le statut de capitale de facto, en raison de ces combats de destruction à Khartoum, les institutions gouvernementales, les ambassades, les agences de l'ONU, les grandes entreprises se sont relocalisées à Port-Soudan, jugées plus sûres. Cela crée un besoin immédiat en bureaux, de logements, de sécuriser, bien entendu, et des infrastructures logistiques. L'afflux massif de déplacés internes. Il y a des milliers de familles aisées et des commerçants ont fui contre le centre des pays vers l'est, investissant voilà, leur épargne dans l'immobilier local pour reconstruire leur vie. Et puis l'accès directement au commerce. On va parler de ça, en étant le seul grand port opérationnel du pays, c'est le Port-Soudan, et le premier servi lors de l'arrivée des cargaisons de ciment et de l'acier, bien entendu. Oui, alors selon vous, docteur Silimane, comment le Soudan pourrait sortir de cette crise? On va dire que le coût de l'inflation, l'augmentation, selon les récentes analyses de la Commission, bien entendu, l'Afrique, la situation en Afrique, elle est assez catastrophique, parce que la crise du Moyen-Orient pourrait coûter jusqu'à 0,2 points de la croissance. L'inflation aussi. Le Soudan a besoin de prendre en contact avec des pays qui sont plus sûrs dans la région, comme l'Égypte, la Turquie et d'autres pays de Golfe aussi, pour faire avancer ces projets. Donc ces pays-là, c'est les seuls qui sont tout autour, qui ont des contacts et des relations commerciaux et autres, relations bien sûr militaires et autres, et arrivent à soutenir le gouvernement du Soudan actuel pour rester debout face à toutes ces catastrophes. Donc elle peut s'en sortir à condition qu'il n'y a pas d'autres facteurs externes qui s'interviennent comme les mouvements des Chebab ou autres influences comme l'Éthiopie, tout ça, par des portes arrière pour saboter tous les efforts qui sont fournis. Qui pourraient avoir des impacts négatifs encore plus que la situation actuelle. Oui. Voilà. Oui. Tout à fait. Alors, je tiens à vous remercier infiniment, docteur Samir Silimane, pour analyse politique, pour ces informations concernant la crise soudanaise. Et on enchaîne avec Madagascar qui ambitionne de porter son taux d'accès à l'électricité de 36% à 80% d'ici 2030 et d'augmenter la part des énergies renouvelables à 85% du mix énergétique national. Et pour atteindre ces objectifs, le pays devra mobiliser plus de 7,2 milliards de dollars d'investissement avant une contribution majeure attendue du secteur privé. Plus de détails dans ce commentaire signé Marwa Arafa et Aïchel. Madagascar ambitionne de transformer en profondeur son secteur énergétique en portant le taux d'accès à l'électricité à 80% de la population d'ici 2030 contre seulement 36% actuellement. Le gouvernement prévoit également d'augmenter la part des énergies renouvelables à au moins 85% du mix énergétique national dans le cadre d'un vaste programme de modernisation des infrastructures. Pour atteindre ces objectifs, le pays devra mobiliser plus de 7,2 milliards de dollars d'investissement. Le secteur privé est appelé à fournir près de 4,5 milliards de dollars, soit environ 60% du financement total. Le plan prévoit notamment l'électrification de 500 000 foyers, la construction de 1500 km de lignes de transport d'électricité et le raccordement annuel de plus de 2 millions de personnes grâce aux mini-réseaux et aux solutions solaires individuelles. Malgré son important potentiel en matière d'énergie renouvelable, Madagascar reste confronté à de nombreux défis. Les coupures d'électricité récurrentes continuent de perturber la vie quotidienne des habitants et l'activité des entreprises.
Cette situation est notamment liée aux difficultés financières de la compagnie publique, à la vétusté des infrastructures et à la dépendance persistante aux combustibles fossiles. Plusieurs observateurs estiment que l'objectif fixé pour 2030 demeure particulièrement ambitieux. Ils soulignent que l'amélioration du climat des affaires, la stabilité politique et le respect du calendrier électoral seront des éléments déterminants pour attirer les investisseurs nécessaires au financement du projet. La Banque mondiale considère également que la réussite de cette stratégie passe par un redressement financier de la publique, dont le déficit annuel est estimé à 250 millions de dollars. Selon l'institution, un environnement plus favorable aux investissements pourrait permettre l'ajout de nouvelles capacités de production dès les prochaines années. Les autorités malgaches espèrent ainsi faire de l'accès à l'électricité un levier essentiel de développement économique, de réduction de la pauvreté et d'amélioration des conditions de vie de millions de citoyens à l'horizon 2030. L'Ouganda a dénoncé les restrictions de voyage imposées par plusieurs pays en raison de l'épidémie d'Ebola qui touche la région. Kampala estime que ces mesures sont injustifiées alors que les autorités sanitaires internationales saluent l'efficacité de sa réponse face au virus. Un commentaire. L'Ouganda a dénoncé les restrictions aériennes et les limitations d'entrée imposées par plusieurs pays à ses ressortissants en raison de l'épidémie d'Ebola qui touche actuellement la région des Grands Lacs. Kampala estime que ces mesures sont disproportionnées et ne reflètent pas la réalité de la situation sanitaire dans le pays. L'épidémie a été déclarée à la mi-mai en République démocratique du Congo, qui demeure l'épicentre de la crise. Selon les dernières données sanitaires, plus de 676 cas confirmés et 136 décès y ont été enregistrés. Le virus appartient à la souche Bundibugyo, pour laquelle il n'existe à ce jour ni vaccin homologué ni traitement spécifique. En Ouganda, 19 cas confirmés ont été recensés, dont 2 décès. Toutefois, les autorités sanitaires africaines et internationales considèrent que la situation reste sous contrôle grâce à la rapidité des mesures de surveillance, au suivi rigoureux des cas contacts et au contrôle renforcé aux frontières. Lors d'une récente visite à Kampala, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé a salué la réponse des autorités ougandaises, mettant en avant un taux de létalité particulièrement faible. Le directeur général du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies a également estimé que l'épidémie demeurait maîtrisée dans le pays. Malgré ces évaluations positives, plusieurs États, notamment les États-Unis, le Canada et les Émirats arabes unis, ont adopté des restrictions visant les voyageurs en provenance d'Ouganda, de République démocratique du Congo et du Soudan du Sud. Le secrétaire d'État ougandaise à la santé, Diana Adwin, a regretté ces décisions, soulignant que son pays a fait preuve de transparence dès le début de la crise en partageant rapidement les informations et en appliquant des mesures strictes qui ont empêché toute exportation du virus au-delà de ses frontières. Selon Kampala, ces restrictions risquent de décourager les pays qui signalent ouvertement les flambées épidémiques et pourraient affaiblir la coopération internationale indispensable pour lutter efficacement contre Ebola. Les autorités sanitaires poursuivent néanmoins leurs efforts de prévention, tandis que les organisations internationales appellent à maintenir un haut niveau de vigilance afin d'éviter une propagation plus large de cette nouvelle flambée en Afrique centrale et orientale. Sport et on commence avec le football et la délégation de l'équipe nationale de football qui est arrivée dans la ville américaine de Seattle afin de se préparer à affronter l'équipe belge au début du parcours des Pharaons en Coupe du Monde. L'équipe effectuera sa dernière séance d'entraînement à Seattle ce soir à 8 h en préparation des matchs prévus demain soir à 10 h. La Belgique fait partie du 7e groupe qui comprend, aux côtés de l'Égypte et de la Belgique, les sélections d'Iran et de la Nouvelle-Zélande. Toujours foot alors, le gouvernement iranien
a officiellement protesté auprès des autorités canadiennes après le refus d'accorder un visa au milieu de terrain Thomas Partey à quelques jours du début de la Coupe du Monde 2026. Le joueur de Villarreal, âgé de 32 ans, ne pourra ainsi pas participer au match, ou plutôt au premier match du Ghana face au Panama à Toronto le 17 juin. Considéré comme l'un des éléments clés des Black Stars, Partey reste toutefois autorisé à entrer aux États-Unis où la sélection ranienne a installé son compte de base et où elle disputera ses 2 autres rencontres de groupe contre l'Angleterre et la Croatie. Le ministre ghanéen des Affaires étrangères a qualifié cette décision de regrettable, estimant qu'elle repose sur des accusations qui n'ont pas encore fait l'objet d'un jugement définitif. Thomas Partey doit en effet comparaître devant la justice britannique en 2027 pour répondre à plusieurs accusations de viol et d'agression sexuelle qu'il rejette en plaidant non coupable. La FIFA a rappelé que les questions de visa relèvent exclusivement des autorités des pays hôtes et ne dépendent pas de l'insistance internationale du football. Cette affaire intervient alors que le Ghana s'apprête à entamer une campagne mondiale importante avec l'absence de l'un de ses joueurs les plus expérimentés pour son entrée en compétition. Mesdames et messieurs, fin de cette tournée africaine et également c'est la fin de la transmission en langue française qui reprend à 18h locale. Merci et bonne soirée. Au revoir.